Il n'y a pas de formation officielle, en tout cas, il n'y a pas de diplôme à avoir, donc n'importe qui finalement peut se lancer dans le marchand de biens et devenir marchand de biens du jour au lendemain, en tout cas sur le papier. Donc par exemple, si vous refaites entièrement la charpente, même si vous ne touchez pas aux fondations ou aux murs porteurs, l'immeuble sera considéré comme neuf. Et donc à la revente, comme je disais tout à l'heure, là on prend de la TVA sur le prix de vente total. Il y a des stratégies aussi plus simples, hein, ce qu'on appelle le flip. Donc le flip en anglais ça veut dire achat-revente. Donc il y a le flip rapide hein, où on achète, on repère une anomalie de marché, on achète puis on revend au prix du marché tout simplement. Hein. Donc ça c'est simple et rapide. Et par contre il faut un réseau solide parce que c'est souvent des biens qu'on nous apporte en off-market. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Et bien aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sylvain Turbet pour un épisode qui s'annonce passionnant sur toute l'activité de marchand de biens, l'achat-revente d'une façon générale. Salut Sylvain! Salut Ismaël. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui sur l'émission La Bonne Fortune, à plusieurs titres. D'une part, tu es un ami, même associé maintenant avec cette belle aventure qui est le Bon Flip, mais je voulais t'avoir parce que c'est vrai que dans ce contexte particulier où l'immobilier évolue pas mal, que ce soit les réglementations sur le locatif, sur le Airbnb, sur le LMNP, sur pas mal de choses, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, le marché dans son ensemble. Et l'activité de marchand de biens, c'est vrai que ça peut faire rêver pas mal de monde, l'achat-revente. Ça peut être un levier quand même assez puissant, et qui mieux que toi pour venir parler de ça aujourd'hui sur l'émission de la Bonne Fortune. Je vais avoir énormément de thèmes à aborder, hein, que ce soit les différentes stratégies, les réglementations, les contraintes techniques, etc., etc., tout l'univers de cette activité de marchand de biens, qu'est-ce qui se trouve derrière, et puis même pouvoir aussi, pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu, proposer même une opportunité. On évoquera un petit peu le projet, le Bon Flip éventuellement en fin d'émission. Avant tout, Sylvain, je voulais simplement voir avec toi. Alors j'ai fait une petite présentation comme ça, il y a peut-être beaucoup qui te connaissent via les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où tu es fort présent. Tu apportes du contenu quasiment tous les jours, du contenu de qualité. Mais pour celles et ceux qui vont te découvrir à travers cette émission, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Ouais. Merci déjà Ismaël pour l'invitation. Là, ça y est, tu m'as mis la pression, là, donc faut que j'assure maintenant et que j'apporte de la valeur. Donc merci. C'est un honneur d'être invité sur ta chaîne parce que j'apprécie énormément pour tout le contenu que tu proposes. Je t'écoute depuis longtemps. C'est d'ailleurs grâce à ton podcast qu'on s'est rencontrés. Hein. J'étais un fidèle auditeur. Je t'avais contacté, on s'était rencontrés physiquement avec ma famille dans ma région en Bretagne. Et puis depuis, on se suit mutuellement et on s'est même, comme tu l'as dit, associé sur un projet. Donc on y reviendra sans doute après. Je m'appelle Sylvain, j'ai 37 ans, j'ai un enfant de 8 ans avec ma compagne Vanessa. Yes. On est ensemble depuis environ 15 ans. On est installé en Bretagne, dans le Morbihan, à côté de Lorient. Et tu l'as dit, je suis actuellement marchand de biens, avec cette petite particularité et cette expertise que je me suis forgée dans la division immobilière, la division de bâti. Comment je suis arrivé dans l'immobilier, puisque c'est ça qui nous intéresse, hein, je vais faire un truc un peu bref, une présentation un peu brève. Donc je me suis installé en 2012 en Bretagne, donc avec Vanessa. J'ai bossé en menuiserie pendant 4 ans quand on est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris le métier du bâtiment. Donc la rénovation, plusieurs corps de métier dans le bâtiment. Ça c'était le point positif, parce que je voulais pas vraiment faire ça toute ma vie. Hein. Mais en tout cas c'est comme ça que j'ai vraiment appris le métier du bâtiment. Yes. Et à mes 30 ans en 2016,
c'est ça, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, me remettre au sport et surtout changer de métier pour faire un truc qui me plaît. Donc, comme j'étais adepte de sport de glisse en tout genre, je suis devenu coach de wakeboard. J'ai passé un diplôme, un BPGEPS, et j'ai bossé pour un pote qui avait une structure du côté de Lorient, un wake park. Trop cool. Donc j'ai passé de belles années là-bas, ouais, ouais, c'était cool. Donc coach de wake. Euh, j'ai été embauché très vite en CDI dans ce wake park là. Et l'avantage de ce métier, c'est que je bossais beaucoup l'été, mais beaucoup moins l'hiver. Donc j'ai eu le temps de me former en immobilier, profiter de ce temps libre l'hiver pour rénover des appartes que j'ai pu mettre en location. Et c'est comme ça que tout a commencé. En fait, j'étais un petit peu dans une phase de développement personnel à ce moment-là. Et quelques jours après avoir acheté ma résidence principale en 2017, je me souviens, je tombe sur le livre de Ian Darwin qui s'appelait Investisseur rentable ou un truc comme ça. Yes. Et là, je me dis, l'immobilier, c'est vraiment pas con. Donc je regarde plein de vidéos. Et là, je me rends compte en fait que j'ai fait une grosse connerie en achetant ma résidence principale. Parce qu'on l'avait acheté une maison beaucoup trop grande, donc chère évidemment. Et que c'était un peu débile d'avoir 4 chambres, deux grandes salles de bain alors qu'on vivait à trois euh, avec notre enfant. Donc même pas forcément l'envie d'avoir d'autres enfants. Donc on s'était endetté pour une maison beaucoup trop grande, endetté au max. Et, mais en tout cas, c'est grâce à cet achat que j'ai eu le déclic et l'envie de faire de l'IMO. Donc j'ai quand même pu acheter mon premier investissement, mon premier appartement en 2018. C'était une colocation euh, à Lorient. Et puis après, j'ai convaincu ma femme de vendre la résidence principale, encaisser la plus-value. Et finalement, on a encaissé une belle plus-value, donc c'était pas une si mauvaise affaire. Et puis après, on a pu, grâce à cette plus-value et ce désendettement, on va dire, on a pu enchaîner les investissements locatifs. Voilà. Donc la résidence principale, c'est quand même un bon levier, ouais. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Donc tu rentres dans l'immobilier par ces deux portes d'entrée qui est l'accession à la propriété via cette résidence principale où bah, tu fais peut-être ce qui te paraît, toi, avec ton recul aujourd'hui, peut-être un mauvais choix ou dans le sens où tu t'endettes à max, etc. et tu es plus ou moins pieds et mains liés. Tu arrives tout de même à enchaîner et à partir sur la voie classique de l'investissement locatif. Mhm. Et par contre, ouais, donc tu vends rapidement cette résidence principale et c'est peut-être à ce moment-là que tu as eu le déclic un petit peu de tout doucement que cette graine a germé en toi pour te tourner aujourd'hui sur l'activité de marchand de biens, pour partir sur des achats-reventes parce que on le sait, d'ailleurs, on avait développé sur l'émission, sur l'épisode où j'avais reçu Jérémy Nabé du podcast Ça fait un bail, où on expliquait forcément qu'il y a différents modes d'exploitation, il y a différentes contraintes, il y a différentes possibilités dans l'immobilier, et c'est ça qui est merveilleux et qui nous passionne. Il y a différents leviers d'action, mais c'est vrai que lorsque tu fais cette vente résidence principale, j'imagine que là, tu as le déclic, parce que forcément, il ne s'agit pas de recevoir quelques centaines d'euros de cash flow mensuel par mois, mais là tu parles d'une somme d'une plus-value, même si tu n'avais sans doute pas remboursé énormément de capital sur ton prêt. Oui. Mais c'est à ce moment-là que tu as le déclic, quand tu vois au moment de la vente, la signature, passage chez le notaire et quelques heures, quelques jours après, le virement sur ton compte en banque. C'est ce qui t'a motivé derrière. Ouais, ouais, exactement. Et puis en plus, c'est vrai qu'en France, on a cette niche fiscale qui est la non-taxation sur la plus-value quand on revend notre résidence principale. Donc effectivement, on a pu encaisser une plus-value nette. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'optique de faire du marchand, hein, parce que c'était vraiment pour pouvoir investir un peu plus massivement dans le locatif. Je voulais vraiment me désendetter. Et depuis, d'ailleurs, on a racheté une résidence principale, mais différemment, avec l'œil averti de l'investisseur. Mais oui, ça a quand même été un déclic. Oui, je pense inconsciemment, effectivement, quand on voit les dollars arriver sur le compte et qu'on peut encaisser plusieurs loyers comme ça d'un coup, effectivement, ça promet pour l'avenir en tout cas. Yes. Donc là, aujourd'hui, tu es marchand de biens, donc tu as pas dit, donc tu as quitté ton job, hein, wakeboard, etc., pour te Oui, consacrer à 200% à cette activité. exactement. Avant tout, est-ce que pour avoir ce statut de marchand de biens, il y a des prérequis, à ton sens, principaux, primordiaux, pour pouvoir se lancer sur cette activité? Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, il y a pas de formation officielle en tout cas, il n'y a pas de diplôme à avoir, donc n'importe qui finalement peut se lancer dans le marchand de biens et devenir marchand de biens
du jour au lendemain, en tout cas sur le papier. Mais dans les faits, quand même, je déconseillerais à quiconque de se lancer dans le marchand de biens juste parce que ça semble lucratif, sans compétences dans l'immobilier, sans expérience. C'est quand même compliqué avec toutes les contraintes que ça engendre, hein. Bon, moi perso, j'ai un background dans les travaux, dans le bâtiment, là, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai déjà éliminé cette crainte de la rénovation quand je me suis lancé. Mais c'est bien d'avoir fait ses armes quand même dans le locatif. Je pense que ça, c'est un bon processus pour comprendre justement le process de l'achat, de vente chez le notaire, la fiscalité, voilà. Acquérir des compétences sur le tas avant de se lancer dans le marchand de biens, c'est quand même, à mon avis, indispensable de faire ses armes avant. Ouais. Ouais, parce que forcément, ça peut être très très bien dans un sens, mais à l'inverse, si on se lance et qu'on fait une opération foireuse, hein, excuse-moi du terme, mais ça peut faire mal. Ouais, oui. Notamment, il y a la question des responsabilités. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, parce que tu parles, en effet, il n'y a pas besoin de diplôme, donc c'est pas une profession réglementée, hein, comme un notaire, par exemple, comme un médecin, etc. Donc c'est accessible, ça c'est plutôt intéressant, mais par contre il y a quand même une notion de responsabilité qui est assez importante, Oui. parce que là on se situe à l'image d'un agent immobilier comme un professionnel de l'immobilier. Exactement. Mm. C'est ça. Qu'est-ce que ça engendre, ça, par exemple? Alors clairement, c'est le gros inconvénient d'être marchand de biens, hein. Donc c'est cette obligation professionnelle qui nous engage envers l'acquéreur en tant que pro. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a déjà pas la protection des vices cachés comme un particulier. Ouais. Par exemple, si quelques années plus tard, l'acheteur décide de se retourner contre nous parce qu'on a oublié volontairement ou même involontairement de stipuler quelque chose comme une anomalie, je sais pas, un défaut ou un problème structurel, et que ça part au tribunal, bah, c'est difficile de se défendre, quoi. C'est toujours le particulier qui va gagner contre le professionnel. Donc l'inconvénient majeur, c'est ça, c'est vraiment les responsabilités. On a aussi le devoir de conseil, donc comme un professionnel de l'immobilier. Ouais. On se doit de donner les bons conseils aux acquéreurs quand on vend, et aussi même quand on visite, hein. Et, euh, et c'est pour ça que c'est difficile de faire du marchand de biens quand on n'a pas l'expérience ou les compétences pour anticiper ces problèmes, les corriger et au pire des cas, les assumer financièrement si tout part à volo, quoi. Et c'est pareil, on entend souvent, donc chez les notaires, donc tu as parlé de ton cas personnel, donc la résidence principale, donc on peut faire de l'achat-revente en qualité de particulier sans être considéré comme marchand de biens. Mais au bout de combien d'opérations on va être requalifié, et quel est le risque si toutefois on est requalifié après coup? Au final, est-ce que c'est si grave que ça, oui, non? Est-ce que tu peux répondre à ces deux points? Ouais, c'est pas très grave. Alors, il n'y a pas de jurisprudence claire. En gros, la loi stipule qu'il ne faut pas vendre, enfin, en tout cas, acheter avec l'intention de spéculer sur le bien qu'on achète. Donc ça, c'est un peu difficilement prouvable à l'instant T devant la loi quand on est aux tribunaux. Et il y a aussi la récurrence. Donc ça, c'est au bon vouloir du juge, hein, qui estime si on le fait de manière trop fréquente. Par exemple, on achète une résidence principale tous les 6 mois en nom propre pour la revendre dans un but purement spéculatif, voire même si on n'y habite pas. Là, c'est clair qu'on peut être retoqué et là, ça peut faire très mal. Oui, on peut prendre donc ils reviennent sur la TVA. On doit rembourser la TVA qu'on n'a pas payée. On prend une grosse pénalité, une très très lourde amende. Donc là, ça peut faire très mal, surtout si on s'y attend pas, parce qu'ils ont plusieurs années pour revenir sur le sujet. Donc c'est généralement un moment où on n'a pas envie, où on s'y attend pas, ou peut-être même qu'il n'y a plus de trésorerie. Et quand on se fait retoquer à ce moment-là, là, ça peut faire de graves dégâts. Parce que moi aussi, j'en ai profité, hein, de cette niche fiscale de la vente de résidence principale. Mais si on le fait bien. C'est-à-dire qu'on habite vraiment dans le bien. On essaye d'y habiter, allez, je dirais au moins un an. Et puis comme ça, on est serein et on n'a pas cette épée de Damoclès sur la tête, quoi. Il faut que ce soit justifié. Il n'y a pas de critères réellement stricts et prédéfinis. C'est un petit peu vague avec des critères plus de récurrence et puis d'intention. Ouais, spéculatif et l'intention, exactement. Ouais, ouais, d'intention spéculative à but lucratif et puis la récurrence. Mais par contre, oui, dans le cadre de la résidence principale, en effet, il y a des principes. Et puis après, ça peut être tout simplement des parcours de vie, la famille qui s'agrandit. Ben, on passe d'un petit appartement à un T3 avec une chambre, ou alors avec une maison, ou un déménagement, un changement professionnel. Voilà. Il y a plein de façons de justifier
et même ça peut être voilà, des parcours de vie classiques sans aucun but voilà, particulier, mais de là peut-être se rapprocher si on a le doute avant de faire une bêtise et d'être rattrapé par la patrouille quelques années après où ça peut faire mal en effet avec la plus-value à payer, éventuellement de la TVA qu'on n'avait pas anticipé, plus des pénalités par-dessus. Exactement. Oui, ça peut être ouais, vraiment dommageable. Peut-être là, tu conseillerais, j'ai à l'esprit, de se rapprocher peut-être, si on a un doute, de son notaire préféré, d'un avocat fiscaliste, d'un conseil, Voilà, peut-être. exactement, des personnes compétentes. Voilà, les notaires en général, ils sont de bons conseils. S'ils voient que tous les ans vous vendez votre maison, bon, ils peuvent effectivement, eux aussi, ils ont le devoir de conseil et vous dire ce que vous risquez à faire ce genre d'opération trop fréquemment. Yes. Tu as évoqué la notion de la TVA. J'aimerais faire un petit Ouais. focus dessus. Est-ce que, en qualité de marchand de biens, on est exposé à de la TVA sur chaque opération? Comment ça fonctionne? Tu peux détailler un petit peu? Oui, oui. Alors la TVA, c'est un vaste sujet. On me pose souvent des questions là, sur LinkedIn à ce sujet. Ça peut faire peur aussi le néo marchand de biens. Donc, mais en réalité, c'est assez simple, hein. Donc, en gros, il y a deux sortes de bâtis. Il y a le bâti ancien et le bâti neuf. Donc, le bâti ancien, c'est tous les bâtiments qui ont plus de 5 ans. Ok. Là, on a le choix entre l'exonération de TVA ou la TVA sur marge. Sachant que la plupart du temps, il vaut mieux choisir l'exonération de TVA. Donc, c'est plus rentable. Donc, nous, c'est ce qu'on vise, hein, clairement. Et ensuite, il y a le bâti neuf. Et là, on prend de la TVA sur le prix de vente total. Donc c'est des bâtiments qui ont moins de 5 ans, ou alors les bâtiments qui ont été trop rénovés et du coup considérés comme du neuf. Et là pareil, si on s'y attend pas, ça peut faire très mal de prendre 20% de TVA alors que c'était pas prévu. Donc c'est vraiment l'erreur à éviter, de faire trop de travaux, basculer en neuf et prendre la TVA sur le prix total alors qu'on pensait ne pas en avoir. Ok, donc clairement, il y a trois typologies, enfin, il y a trois cases possibles, soit une exonération totale, soit une TVA que sur la marge, La marge, autrement dit, sur grosso modo la plus-value, donc sur la marge, ou alors la TVA sur le prix total, en fonction de ce qu'on fait, on peut être dans une des trois cases, ouais. ouais, ça c'est exactement ça. Pour la vente, là je parle vraiment de la vente de bâti, le terrain c'est encore autre chose. Mais pour la vente de bâti, ouais, c'est exactement ça. Donc si on achète par exemple un bien 150 000 euros avec travaux tout compris pour faire simple, on le revend 200 000. Bah, si on prend de la TVA totale, ça veut dire qu'on prend 20% de 200 000, donc on doit payer 40 000 euros de TVA. Et vous voyez que c'est pas la même, quoi. On devait faire une marge brute de 50 000 euros et on se retrouve à faire 10 000 euros à cause de cette TVA. Donc un petit imprévu, un peu d'impôt sur la société, puis on a bossé pour rien, quoi. Donc la TVA c'est simple, mais faut quand même faire attention et pas le prendre à la légère. Ouais, ouais, ou même pire que ça, c'est que si in fine la marge est même moindre que ça, parce qu'il y a eu des surprises, Oui. un budget travaux qui explose, des coûts moins bien maîtrisés, une commercialisation qui se passe pas comme prévu, et qu'in fine la marge ou l'opération de base est à l'équilibre, mais tu as quand même la TVA in fine alors que tu as fait zéro marge, et donc là tu es clairement en déficit, quoi. Là, t'es clairement en déficit, ouais. Ouais, ouais. Et donc je disais, il y avait ce problème de travaux là où il faut pas basculer en neuf, ça c'est important. Je pense on peut en parler vite fait. En fait, Ouais, pour ne pas basculer en neuf, il y a trois éléments qu'il faut pas refaire en majorité, donc à plus de 50%. Il y a les fondations, donc ça c'est quand on reprend les fondations du bâtiment. ok. La structure porteuse, donc tous les travaux sur les murs porteurs, les planchers porteurs, la charpente, et les façades, donc tous les travaux qui modifient la façade. Donc par exemple, si vous refaites entièrement la charpente, même si vous ne touchez pas aux fondations ou aux murs porteurs, l'immeuble sera considéré comme neuf. Et donc à la revente, comme je disais tout à l'heure, là on prend de la TVA sur le prix de vente total. Et il y a aussi une quatrième chose, c'est les éléments de seconde œuvre. Ok. Ça, il y a six éléments dans ce secondes œuvres. Donc ça comprend les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, donc tout ce qui est ouverture, les cloisons intérieures, les installations de plomberie, les installations électriques de mémoire et le système de chauffage. Donc là, pour les finitions intérieures, c'est deux tiers de tous les postes. Si deux tiers de tous les postes sont renouvelés, là pareil, vous pouvez basculer en neuf. Donc quand on fait beaucoup de travaux et qu'on a un doute, qu'on touche à tous ces éléments de secondes œuvres, c'est difficile de calculer si on a fait plus de deux tiers ou moins de deux tiers. Et ben, en cas de doute sur le volume de travaux, il y a une solution qui consiste à oublier volontairement complètement un de ces éléments. Par exemple, nous, sur notre dernier projet, on a choisi de pas installer de système de chauffage
Comme ça, on est sûr de ne pas avoir dépassé ces fameux 2 tiers et de basculer en neuf. Et comme ça, on peut faire tranquillement toute l'électricité, toute la plomberie et tous les autres éléments. Ok, forcément, parce que aller dans la majorité des cas, en tout cas pour les personnes qui se lancent ou qui font des opérations assez simples, on va pas forcément toucher aux fondations, la façade, etc. ou la charpente, d'accord. Mm. Mais par contre, si on va forcément, quelqu'un qui voudrait donner, créer de la valeur et rénover un bien, bah, on va forcément faire un petit peu de plomberie, un petit peu d'élec, mettre le chauffage, etc., etc. Et cetera. Et donc sur les 6 critères que tu viens d'évoquer, Voilà, s'il y a les 2 tiers, là on bascule sur de la rénovation dite neuve et donc avec cette TVA plein pot. avec cette conséquence-là. Ouais. Mm. Et donc toi, tu as volontairement fait la réno et dans le doute pour être sûr et te protéger à coup sûr d'être dans les clous, tu as volontairement commercialisé, donc sans système de chauffage, c'est-à-dire que la personne techniquement, il avait juste à prévoir de s'acheter ses 5 radiateurs, j'en sais rien, et de les brancher quoi, tout simplement. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Bon, nous, on n'avait pas touché aux fondations, aux murs porteurs et tout, mais on avait fait quand même une rénovation totale. Mhm. Là, je te parle de notre dernier projet, hein. Et effectivement, pour pas qu'il y ait de sujet, on n'a pas mis de système de chauffage. Avant la vente, on a fait constater par un huissier. Et comme ça, il n'y a pas, y a pas de problème, Eh quoi. ben super intéressant, merci pour le tips, je pense qu'il va en intéresser plus d'un aussi. Ça peut être le chauffage, ça peut aussi être ne pas changer les ouvertures, voilà. Ouais, ouais, ouais. Un des 6 éléments qu'on ne touche pas. Et après, pour revenir sur la TVA, il y a aussi la TVA sur la vente de terrain qui est un peu différente du bâti. Ouais, En fait, une particularité qu'il faut connaître, c'est que donc, on n'a pas d'exo de TVA sur du terrain. Donc on est forcément assujetti soit à la TVA sur marge, soit à la TVA sur prix total. Donc pour faire vraiment bref, si en tant que marchand on fait de la découpe de terrain, c'est-à-dire qu'on fait venir un géomètre aux frais de notre société, là on prend de la TVA intégrale. Donc la subtilité c'est de faire découper les terrains par le vendeur. Même si le marchand il s'occupe de tout, hein, c'est-à-dire qu'on prend nos frais, les frais à notre charge, voilà, mais on achète le terrain déjà prédécoupé et quand on le revend, là, on n'est pas assujetti à la TVA totale, mais à la TVA sur marge, qui est quand même beaucoup plus intéressante. et ouais, d'accord, en effet, donc de l'anticiper en amont, que ce soit à l'initiative du vendeur, Exactement. et donc ça, c'est de la négociation entre les parties avant Voilà. peut-être pendant la phase de négo, avant de faire l'offre, pendant le compromis, mais que ce soit fait à l'initiative du vendeur, et ça change toute la donne. Ouais. Et ça peut faire la différence, ouais. Clairement. Bah, la marge est 20%. Et ben merci pour ça, parce que ce sont des informations qu'on retrouve pas forcément partout, mais C'est vrai. voilà, c'est un petit peu. Merci du partage, un petit peu dans l'idée de ce que tu proposes, en tout cas sur LinkedIn. Il y a toujours une petite astuce, un petit truc bon à savoir. Mais c'est- Voilà, des petits expériences terrain. Dans l'activité donc de marchand de biens, donc là, tu as parlé de division de terrain, de rénovation. Il y a différentes en fait stratégies, il y a différentes possibilités à l'image un petit peu du locatif où il y a différents modes d'exploitation possibles, la location nue, courte durée, meublée, etc. Euh, dans le marchand de biens, c'est pareil. Toi, tu te portes plutôt sur quoi? Donc, on a compris une expertise initiale travaux avec cette expérience menuiserie. Euh, Plutôt sur le bâti, sur la division, tu es plutôt sur quoi? Quelles sont les différentes stratégies Bah, quand c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. On voit un petit peu sur tout. Moi, il y a une stratégie que j'aime bien, c'est la division immobilière. Alors, c'est pas la plus simple, hein. Ça consiste à acheter par exemple une grande maison et à diviser en plusieurs appartements et puis ensuite se vendre lot par lot. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il y a des travaux, ça veut dire qu'il y a des contraintes urbanistiques avec parfois un permis de diviser. Quand on crée du logement, il y a aussi, on se doit de créer du stationnement. Et voilà, donc c'est vraiment la division, c'est quand même une stratégie qui est un peu complexe que je conseille pas forcément quand on débute. Moi, j'en avais fait un petit peu dans le locatif avant de me lancer dans cette activité en marchand de biens. Mm, mm. Il y a aussi tous les concessionnaires réseau à prendre en compte, tout ce qui est l'électricité, Enedis ou les fournisseurs d'eau. Donc c'est quand même un monde assez complexe, la division immobilière. Par contre, voilà, le risque est un peu plus élevé, ça demande beaucoup plus de travail, mais effectivement, si on fait l'opération bonne et due forme, les rendements sont aussi élevés, quoi, sont à la hauteur du risque et du travail accompli. Ouais, on reviendra sur la question des marges après, les marges espérées, etc. Il y a aussi d'autres stratégies, il y a aussi d'autres stratégies plus simples, hein, comme la division parcellaire, là, dont je parlais tout de suite. Donc acheter un grand terrain et le découper ou le faire découper, hein, petite subtilité, et le revendre en plusieurs lots. Euh,
Donc l'avantage de ça, c'est il n'y a pas de rénovation. Il faut juste une solide connaissance en urbanisme, hein, parce que des fois il faut faire des permis d'aménager ou des déclarations de travaux. Et pareil, ça promet de belles opportunités malgré tout. Ouais, typiquement, ça, on voit souvent. Moi, donc, j'habite à côté de Poitiers, là, en campagne, et donc il y a beaucoup de maisons les anciens lotissements, mais sur des terrains de 2000, 3000 mètres, et donc tu as une maison des années 60, 70, avec le grand terrain, et on voit souvent ça. Là, il y a une acquisition qui se fait, et la personne découpe le terrain en deux, garde la maison pour l'exploiter ou la louer, et coupe et revend une partie du terrain, quoi. Clairement, c'est ça, c'est ce type d'opération, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. On peut même, comment dire, fusionner les stratégies. C'est-à-dire, par exemple, on achète cette grande maison avec ce grand terrain. Cette maison, on la transforme en immeuble. On fait plusieurs appartements dedans. Comme c'est un collectif, il n'y a pas forcément d'avoir un grand terrain. On découpe le terrain, on en garde un petit peu pour faire le stationnement. Et puis le reste du terrain, on peut le revendre pour y faire une maison, comme un terrain constructible classique. Ouais, 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 ok, ouais. Donc ça, c'est une bonne stratégie, ouais, d'acheter une maison avec un grand terrain. Ou alors, comme tu disais, hein, juste séparer, réduire un petit peu le jardin et puis revendre le reste du terrain pour bâtir une maison. Donc la division immobilière, la division parcellaire, il y a d'autres voies. Il y a aussi la revente à la découpe, hein, classique, hein. On achète un immeuble sont souvent en monopropriété. Mhm. Et puis on découpe, on crée une copropriété, un état descriptif de division par un géomètre. Et puis ensuite, on vend les lots séparément. Donc on vend appartement par appartement. Pareil, là, il y a un bon potentiel de gain, une répartition du risque, malgré tout. Et je dirais pour les inconvénients, c'est pareil, hein, ça exige une expertise dans la division, la gestion de copropriété. Voilà, c'est très timé, hein. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai fait une petite roadmap que je proposais gratuitement sur LinkedIn où je donne toutes les étapes à faire entre le compromis et l'achat-revente pour pas perdre de temps et surtout ne rien oublier parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à prendre en compte. Ouais, bah super. Bah écoute, je mettrai cette roadmap à disposition des auditeurs, celles et ceux qui ça intéresse, parce que oui, pour l'avoir vu, c'est vrai que c'est bien détaillé, les étapes pas à pas, Parfait. notamment pour gagner du temps. On reviendra, c'est une notion qui est importante sur l'activité de marchand de biens, la notion de temps, à plusieurs titres. Donc ça, ok, ouais. Et puis, tu vois d'autres stratégies, peut-être? Ouais, il y a des stratégies aussi plus simples, hein, ce qu'on appelle le flip. Donc le flip en anglais, ça veut dire achat-revente. Donc il y a le flip rapide, hein, où on achète, on repère une anomalie de marché, on achète puis on revend au prix du marché tout simplement, hein. Donc ça c'est simple et rapide. L'inconvénient c'est souvent qu'il y a des marges moins importantes qu'avec d'autres stratégies. Si c'est rapide, pourquoi pas faire moins de marge. Et par contre, il faut un réseau solide parce que c'est souvent des biens qu'on nous apporte en off-market. Et voilà, ça c'est une bonne stratégie. Sinon, il y a aussi la stratégie d'achat, rénovation, revente, hein, le processus classique. Donc on achète, on rénove entièrement et puis on revend. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent pas forcément faire les travaux. Et donc là, on va vendre le coup de cœur, on va faire une belle cuisine, une belle salle de bain. Et puis on revend tranquille. Donc là, l'inconvénient, c'est la gestion des travaux, bien estimer le coût des travaux. Donc pareil, Ouais. c'est quelque chose une stratégie où il faut un petit peu d'expérience. Euh, mais en tout cas, il y a quand même une bonne attractivité à la revente parce que c'est vrai que en tout cas, dans le marché actuel et dans mon secteur, hein, ça dépend peut-être des secteurs, mais j'ai l'impression que les gens veulent du clé en main, veulent du facile, sont prêts à payer plus cher, mais veulent du clé en main plutôt qu'un bien avec des travaux. Ouais, ce qui se comprend parce que on a tous voilà nos vies passionnantes, trépidantes, pour beaucoup aussi des vies de famille, des enfants peut-être, voilà un boulot, etc., etc. Et les journées sont limitées et on n'a pas forcément le temps, l'envie, l'énergie de s'occuper de tout ça. Mais ouais, ben merci pour ça. J'y vois vraiment, je vais encore une fois refaire le parallèle avec le locatif, mais il y a en fait toutes les possibilités du monde, soit de la création de valeur, comme quelqu'un qui passerait par la location meublée. Va prendre un appartement nu, va y mettre des meubles, une belle déco, etc. et va valoriser son bien de cette manière et pouvoir le louer in fine plus cher et donc avoir potentiellement un rendement locatif supérieur. Ben là, c'est pareil, on est sur le même schéma, potentiellement avec travaux, de la création de valeur, etc. Donc potentiellement peut-être des marges plus hautes si on a maîtrisé ses coûts, etc. Soit détecter une anomalie de marché et ouais, en effet, de faire le flip parfait, comme tu dis, en aller-retour. Par contre, oui, l'inconvénient, c'est que peut-être euh, c'est peut-être un peu moins accessible, il y a un petit peu moins, il faut avoir un réseau d'apporteurs d'affaires quand même assez conséquent.
et qu'il n'y a pas de création de valeur à la limite là-dedans. Mais bon, pourquoi pas? Parce que des anomalies de marché, il y en a quand même pas mal. Et puis surtout, encore une fois, on est sur un marché de gré à gré, donc il y a vraiment de tout hein, Mm. en termes d'acquisition. On me demande souvent, bah, tiens Ismaël, comment t'as fait pour faire cette affaire, etc. Mais comme s'il y avait par exemple une recette magique ou j'en sais rien. Là, je l'ai pas, je suis désolé, je pourrais pas donner la recette magique aujourd'hui. Je l'ai pas trouvé encore. Je le vois avec la population vieillissante, etc. On se retrouve souvent avec des vendeurs qui sont peut-être potentiellement d'un certain âge et qui ont fait l'acquisition d'un bien il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Donc si le bien vaut 400 000 euros aujourd'hui, ils l'ont peut-être acheté 400 000 francs à l'époque. Il est fini d'être payé, etc., etc. Donc potentiellement, même s'ils le revendent à 310, 320 000, pour eux c'est bon. Et donc là, il y a une anomalie de marché, tu fais l'affaire. Et puis voilà, ça peut être un exemple. Ouais, ça peut être ça, ou alors on peut aussi ajouter de la valeur assez facilement, par exemple en faisant les devis de travaux avec les artisans, donc en faisant l'estimation de travaux pour les gens, en faisant des visuels pour qu'ils se projettent, pour leur dire bah, écoutez, si vous faites ça comme travaux, par exemple si on casse ce mur, vous avez un grand salon, voilà, ça peut être ce genre de valeur. On n'en a pas parlé aussi, ça peut aussi être un changement de destination, tout simplement, c'est-à-dire qu'on, par exemple, un local commercial, voilà, en rez-de-chaussée, accès PMR, hein, qui pourrait très bien intéresser une personne âgée, eh ben on l'achète, on fait le changement de destination et on le revend avec les visuels et les devis de travaux pour le transformer en appartement, pour un investisseur locatif ou comme je disais, pour une personne âgée. Voilà, ça peut être ce genre de valeur qu'on peut ajouter sans pour autant mettre les mains dans le cambouis et devoir faire les travaux. Et... Yes, il y a une notion de temps, je l'évoquais juste avant, qui est primordiale, en tout cas, qui, toi, te tient à cœur. Oui, Euh, J'y vois deux raisons, mais je te laisse développer, détailler. Il y a d'une part l'obligation bah, juridique en marchand de biens, et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, avec une obligation de revente dans un certain délai, d'une part. Donc ça, c'est la contrainte, on va dire, juridique. Et deuxièmement, il y a aussi bah, la notion de temps. On connaît tous l'adage, le temps c'est de l'argent, mais d'autant plus dans cette activité de marchand. Tu peux développer ces points-là? oui, effectivement, il y a cette contrainte de temps. Alors, euh, en marchand de biens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les frais de notaire réduits. Hmm. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur du 7,5-8% classique quand on fait un investissement traditionnel, que ce soit pour du locatif ou pour de la résidence principale, en marchand de biens, on est plutôt sur du 2,5-3% de frais de notaire, euh, les frais de mutation, mais en échange, on se doit de revendre dans les 5 ans le bien qu'on achète. Donc c'est obligatoire. Si on l'a pas revendu dans les 5 ans, et ben on est retoqué. Donc si ça peut arriver, si ça arrive et qu'on n'a pas revendu dans les 5 ans, dans ce cas, je vous conseille d'être proactif, de retourner voir le notaire et dire bon bah, écoutez, on n'a pas vendu, je m'engage à payer les frais de mutation que j'ai pas payé initialement. Donc ça c'est la première règle. Ouais, ok. Et ensuite il y a la contrainte de temps financière effectivement parce que le financement de marchand de biens coûte cher, plus cher qu'un financement traditionnel, en tout cas dans une banque traditionnelle. Et donc, bah oui, quand on achète pour du marchand de biens, le but c'est quand même de revendre rapidement. Oui. Parce que chaque mois, chaque mensualité où on porte le bien, on porte le crédit, ça a un coût. Donc en général, en plus, c'est des crédits sur 24 mois pour les banques, pour un financement traditionnel. Donc en gros, il Ok, faut ouais. plutôt partir sur une revente avant 2 ans. Ouais, et puis dès lors qu'on est obligé de renégocier le contrat parce qu'on a perdu du temps, etc., etc., et cetera, et on repasse dans des négociations avec la banque et potentiellement, oui, ça va être accepté ou non, mais forcément, ça va être avec des frais supplémentaires. Justement, ça me fait la transition toute trouvée. Le financement bancaire, comment ça se passe, comme tu dis, c'est pas exactement le même financement. Alors, j'imagine qu'on s'adresse pas exactement au même conseiller. Non, non, c'est vrai, voilà, c'est pas le même conseiller. Il y a même beaucoup de banques qui ne financent pas les marchands de biens, tout simplement. Donc ça va dépendre des régions, hein. Je ne vais pas faire de généralité, mais il faut aller trouver la banque dans votre secteur qui finance les marchands de biens. Et là, vous allez avoir un conseiller vraiment spécialisé dans le marchand de biens. Euh, donc pour le financement, bah, il ne faut pas arriver les mains dans les poches, hein. Pas comme dans le locatif où à une époque on pouvait emprunter à 110% sans mettre d'apport. Bon, même si c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais, mais en tout cas en marchand de biens, il va falloir du cash, il va falloir un apport conséquent. Au début, les banques, elles demandent généralement 30% d'apport sur le projet global. Mm, mm. Ensuite, un petit peu moins avec l'expérience. Mais ouais, c'est pas facile de trouver une banque partenaire traditionnelle. Souvent, elle demande de justifier quelques opérations de marchand de biens en amont, ou alors vraiment avoir un profil d'investisseur immobilier chevronné ou avec de l'expérience en travaux. Voilà, elle demande quand même
des garanties, disons. Et sinon, par contre, il y a des alternatives au financement traditionnel comme le crowdfunding IMO. Donc ça, c'est des plateformes qui lèvent des fonds auprès d'investisseurs privés Mm. pour financer les opérations de marchand de biens. Donc ça peut être des néo-marchands de biens qui se lancent, ou alors bah, si on n'a plus de trésorerie parce qu'on a tout mis, eux ils peuvent mettre l'apport pour pouvoir aller chercher une banque ensuite traditionnelle. Donc ce genre de financement, forcément, c'est encore plus cher que du financement traditionnel. Donc voilà, ça se calcule, hein, ma foi, si la marge est bonne, c'est mieux que de ne rien faire, et surtout ça permet de se lancer pour revenir ensuite vers les banques et puis justifier une expérience de marchand de biens. Ouais, super intéressant. Bah, écoute, merci pour ce bon petit tour d'horizon. Maintenant, on veut des chiffres quand même, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a dessiné le contour, etc., on s'est bien rendu compte. Tu veux parler des marges? Exactement des marges ou alors ouais, des marges, soit on entend souvent parler, bah, c'est quoi une bonne marge en pourcentage, 15, 20, 30%, peut-être, ou alors est-ce que toi tu vises des projets en fonction des marges comme ça, ou est-ce que tu vises en fonction du montant en valeur absolue? Et si tu peux dire sur tes deux, trois dernières opérations, à peu près quelles étaient un peu les marges. Et j'imagine, encore une fois, à travers tout ce qu'on vient de dire précédemment, que bah, ça va dépendre de la nature du projet aussi, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est un petit peu tout ça réuni et ça va dépendre de la stratégie choisie. Effectivement, tu peux faire 10-15% de marge sur un achat-revente rapide. Par exemple, un flip, on peut même acheter et revendre le même jour si on est bien organisé. Donc, bon, bah, si on n'a rien fait, que ça nous prend juste une journée, bon, si même en vrai, ça prend toujours un petit peu plus de temps parce qu'il y a des choses à régler. Mais c'est vrai que s'il n'y a aucun risque, bon, bah, on peut accepter 15% sur un achat-revente rapide. Après, si tu commences à faire des travaux, à prendre ton risque, par exemple, si tu pars sur une division où tu sais qu'il va y avoir un temps de portage. Le temps de portage, c'est le temps de la durée de l'opération entre l'achat et la revente. Donc si ce temps de portage est conséquent, donc, bah, par ricochet, le financement il va coûter plus cher. Ok, Donc là, il vaut mieux viser une marge brute de minimum 30%, je dirais, même si, comme on dit, il y a pas de règle. Mais voilà, en gros, plus l'opération est complexe et risquée, plus on va aller chercher de la marge importante. Ça, c'est clair. Bon, le mieux, c'est d'aller trouver de la marge importante sur des opérations simples, mais on arrive à en trouver, mais en général, ça fonctionne pas vraiment comme ça. ok. Ou si tu veux, je te demandais, toi, tes marges sur les différents projets faits précédemment, mais ou alors ton premier projet en qualité de marchand de biens. Je te parle pas d'achat-revente que tu as dû faire, que tu pu faire en nom propre. Peut-être si tu peux le décrire, et puis à la limite, on peut peut-être détailler un petit peu ce qu'on propose via le bon flip, et comme ça pourra donner un exemple concret Ouais, d'une marge sur une opération de marchand avec un cas concret, un cas d'école même. ouais, alors ma première opération de marchand de biens, on avait fait deux en parallèle, mais je veux bien parler de celle-ci. On a acheté un terrain, c'était une opération assez incroyable. C'était un terrain avec des hangars sur des terres agricoles. Ouais. Donc quand je dis on, c'est avec mon associé là, j'ai un associé en Bretagne, sur un ami investisseur avec qui je me suis associé sur cette opération de marchand de biens. T'as des amis investisseurs associés partout, dans tous les coins de la France, Sylvain, là. Bah, écoute, c'est ça, voilà, exactement. Et donc on a acheté des hangars qui étaient en très bon état, mais le terrain il était complètement friche, donc avec un accès difficile. Et en fait, c'est cette opportunité qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, parce qu'au départ on voulait acheter ces hangars pour les louer. Ouais. On voulait les louer comme gardiennage de véhicules, faire des box de stockage comme des garde-meubles. Voilà, il y avait plusieurs hangars, donc on voulait en faire un pour faire du rangement de véhicules, caravane ou bateau comme on est sur la côte. Et puis, comme je disais, les box de stockage pour les meubles. Puis finalement, on s'est dit qu'on allait s'associer, mais pas pour faire de la loc, parce qu'il y a ce côté un petit peu long-termiste quand on fait de la location, mais qu'on allait plutôt s'associer et pour faire de l'achat-revente. Donc c'est ce qu'on a fait. On a acheté ce terrain 45 000 euros de mémoire, dans une petite commune en campagne bretonne. Donc celui-là, on l'a acheté cash, on n'est pas passé par la banque. On a fait nettoyer les hangars. Ensuite, on a pris nos petites mains, on est allé désherber, tout défricher sur le terrain. Ça nous a pris quelques jours Excellent. pour libérer l'accès et puis rendre tout ça attractif. Et pendant cette phase de compromis, on a commencé à faire des visites. Et on a également obtenu un document de la mairie qui nous autorisait à faire du gardiennage, donc de véhicules, comme je disais, et faire des box de stockage. Donc ça, c'était un plus. Yes. Et puis bon, on l'a remis en vente directe, hein. On a clairement vendu cette rentabilité, donc cette exploitation de stockage de voitures, hein. Et c'est ce qui s'est passé en fait.
on devient propriétaire et la même semaine, je crois que c'était le lendemain, on signe le compromis de vente. Et 2 mois plus tard, on a signé l'acte authentique à 108 000 euros. Eh ouais. Donc voilà, c'était une belle première OP. On a fait une marge brute de 63 000 euros, hein, si mes calculs sont bons. Et d'ailleurs, on aurait peut-être même pu le vendre plus cher. Donc pour rappel, on a acheté 45 000 et revendu 108 000 en 2 mois de laps de temps. Et on aurait même pu le vendre plus cher, mais on voulait se protéger de la récision pour lésion. Ok. La récision pour lésion, je sais pas si tu veux qu'on en parle. Si, au contraire, ça peut être intéressant de développer. Ouais, Vas-y, tu peux tout nous dire. je vais faire un petit topo brièvement, mais la récision pour les lésions, pardon, c'est un dispositif qui permet à un vendeur de remettre en question la vente si le prix est en dessous de la valeur réelle du bien. En gros, pour les marchands de biens, ça signifie que si tu fais une marge trop élevée, que tu n'as pas ajouté de valeur au bien, eh ben, le vendeur peut déclencher cette procédure. Il peut se sentir lésé, en fait, euh, pour X raisons. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas acheté au bon prix. Et donc, il peut déclencher une procédure. Donc, en gros, la loi stipule que pour invoquer la lésion, la vente doit avoir été conclue à un prix inférieur à 5 douzièmes de sa valeur réelle, soit une différence de plus de 7 douzièmes. Alors ça peut paraître un peu difficile à calculer, mais pour faire simple, euh, donc vraiment si tu n'ajoutes pas de valeur à l'immeuble, hein, c'est si tu vends tel quel, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu fais des Oui, tu travaux, peux justifier, ouais, bien sûr. voilà, tu peux justifier que tu as vendu plus cher, bien sûr. Mais c'est vraiment si tu achètes et que tu revends, par exemple si tu veux faire un flip parfait dans la même journée, eh ben, il faut pas que tu revendes 2,4 fois son prix d'achat. Sinon, ça peut être contesté pendant 2 ans après la vente. Voilà. Et ouais. Donc en gros, tu vois, ce qu'on avait dû faire, on avait dû acheter 45 000 notre terrain, Ouais. et fois 2,4, si nos calculs ont été bons à l'époque, ça doit faire 108 000 euros, et on a juste revendu en dessous de la récision pour lésion voilà, pour être serein, et aussi parce que c'était déjà un très bon prix, et que c'est parti à ce prix-là, mais Bah, voilà. super, merci pour le partage, en tout cas de cette première opération qui, bah, tu vois, t'es cohérent avec ce que tu annonces, commencer à se faire les armes, etc. C'était un petit projet, 50 000 euros si je peux me permettre, mais en tout cas avec une belle marge et félicitations pour ça. Par contre, donc, la récision pour lésion, à cette époque-là, tu en avais connaissance déjà? À vrai dire, oui, oui, j'en avais connaissance, mais on l'avait un peu oublié. On avait mis le bien en vente à 115 000 euros, donc on était au-dessus. Ouais. Et on a eu des offres directes à ce prix-là. Et ça m'est revenu en tête. Et donc je suis allé voir la notaire qui m'a dit effectivement il y a possibilité. Après, bon, les acheteurs, pardon, peut-être non, c'est les vendeurs qui se plaindront peut-être jamais, qui sauront pas. Mais bon, on faisait déjà une belle marge, donc on est allé voir l'acheteuse et on lui a dit qu'on lui faisait un rabais. Elle a pas très bien compris pourquoi, mais on lui a dit qu'on lui baissait le prix de 7 000 euros parce qu'on était sympa, on lui a dit. Voilà. Et- Alors peut-être c'était pour cette raison, mais sans lui évoquer à elle en tout cas qu'il y avait cette récision Ouais, non, possible. bien sûr, ouais, mais comme ça, au moins, toi, t'étais couvert et t'étais Voilà. sûr de pas être recherché des années après. Ah Ouais. ouais, ça aurait été dommage voilà. Pour une première opération, on voulait être serein et pas avoir cette épée de Damoclès pendant 2 ans au-dessus de Ouais, la bien tête, sûr, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok, top. T'as d'autres partages d'expérience sur tes opérations? Bah, j'en ai d'autres. Après, on peut peut-être partir si tu veux sur les chiffres de Le Bon Flip, expliquer un peu ce que c'est. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va peut-être à toi de parler un petit peu maintenant. Ouais, bah écoute, vas-y, t'es chaud, t'es mon invité, c'est avec grand plaisir. Si tu peux en dire un petit peu plus de cette magnifique aventure, le bon flip, justement, je te laisse encore une fois la parole, Sylvain. Donc, Le Bon Flip, c'est notre société de marchand de biens. Donc, on est associés ensemble, Ismaël. Donc, on est tous les deux. On a monté cette société. Qu'est-ce que c'est Le Bon Flip? Bah, c'est ça, hein, c'est faire de l'achat-revente, hein, donc des projets de marchand de biens. La particularité, ça va être de vous faire investir, vous, des investisseurs privés, plutôt que de passer par des banques. Alors, il y a 2 raisons à ça. C'est déjà pour être dans le partage, pour partager les étapes clés des opérations, Mm, mm. montrer les chiffres. Voilà, plutôt que de vous donner du poisson, l'idée c'est plutôt de vous apprendre à pêcher, justement, pour quelqu'un qui s'intéresse au marchand de biens ou qui voudrait devenir marchand de biens. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est aussi pour être plus véloce, hein, clairement, pour pas passer par les banques avec toutes les contraintes qui vont avec. Donc on préfère directement, grâce à la communauté d'Ismaël, avec le podcast La Bonne Fortune, et puis bah, notre communauté LinkedIn respective, de faire profiter des investisseurs. Et là, justement, pour ce premier projet, on propose un rendement à 13% sous forme d'obligation, sous système obligataire. Merci Sylvain, c'est très très bien introduit. En effet, l'idée du bon flip, c'est de en effet faire des opérations qui soient intéressantes,
Dans le cadre de cette première opération, on va les décrire sommairement, mais qui se veulent simples, compréhensibles, à taille humaine. Il ne s'agit pas de vendre à l'image un petit peu de ton parcours et puis du mien, mais il ne s'agit pas d'aller faire un hôtel luxueux à Bali ou je ne sais quoi. Non, non, sur des opérations très très compréhensibles dans nos provinces respectives qui nous sont chères. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les belles opportunités potentiellement elles sont partout et l'aventure Le Mont Flip c'est avant tout une envie de partage. Comme tu le dis, parce qu'indépendamment d'offrir l'opportunité à des investisseurs d'investir à nos côtés avec ce système obligataire, avec un rendement associé, là tu l'as évoqué à 13%, il y a déjà à l'heure d'aujourd'hui énormément de plateformes de crowdfunding qui sont très très bien, très très sérieuses. Euh, on peut les citer, j'en ai reçu sur l'émission avec Quentin Romé, avec Ominity. Il y a aussi Anaxago qui fonctionne très bien pour les plus anciennes. Aujourd'hui, on voit la première brique, on voit Brix, etc., etc. Il y a énormément de plateformes qui proposent du crowdfunding, mais nous, vraiment, l'idée, l'envie, c'est d'une part de proposer des opérations qui sont à taille humaine, ce qui nous permet de maîtriser un petit peu les coûts, parce qu'on n'est pas là pour financer des projets de promotion qui vont d'une part être assez lourds, assez longs dans le temps aussi. Souvent, on voit des projets comme ça où on va être investi dans de l'obligation sur des durées de 3, 4, 5 ans sur des projets de promotion, et avec des rendements potentiellement aussi plus faibles parce que bon, ce sont des grosses usines à gaz qu'il y a derrière, etc. Donc l'idée première, c'est vraiment ça, quoi. C'est clairement le projet de partage à taille humaine avec des vrais gens qui sont derrière. Et sur cette opération, d'ailleurs, on le verra, on sera limité qu'à 49 investisseurs. Euh, non pas qu'on souhaite limiter à ce nombre-là, c'est d'un point de vue technique, parce que le montant, en tout cas, disponible pour participer à la levée est limité à 250 000 euros. On reviendra un peu sur le détail, mais voilà, donc c'est vraiment ça, tu as vraiment bien décrit, Sylvain. Je te laisse à la limite, vu que c'est ta partie quand même, expliquer un petit peu le projet, qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu sur techniquement, qu'est-ce qu'on souhaite faire en tout cas sur ce flip. Ouais, ok. Donc là, c'est un immeuble qui se trouve à Saint-Benoît, dans le 86, donc c'est à côté de chez toi, Ismaël, hein. C'est toi qui as trouvé ce projet d'ailleurs. C'est un immeuble, il y a actuellement 4 appartements. Donc 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements à l'étage et un grand garage de 140 mètres carrés qui va être vendu aussi. Et c'est exactement la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment, on a acheté la monopropriété. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déloter, créer une copropriété et puis revendre lot par lot. Voilà. Donc l'idée, ça va être de pré-commercialiser. Donc là, on est sous compromis, on est déjà en pré-commercialisation entre le compromis et la vente pour vendre les appartements comme ça dans l'état. Et ma foi, si ça n'a pas trouvé preneur, on a prévu de faire les travaux pour les vendre clé en main. Parce que ça fonctionne, soit pour des investisseurs ou même de la résidence principale. Euh, Saint-Benoît, c'est juste à côté de Poitiers, c'est vraiment à toucher de Poitiers, donc c'est vraiment un endroit stratégique et très attractif. Très bien placé, juste à 10 minutes du CHU, hein, il me semble, Ismaël. C'est exactement ça, ouais. Centre hospitalier, c'est à Poitiers, c'est 3000 emplois, hein, environ peut-être 2500 les Poitevins, excusez-moi si je suis pas vraiment précis à la virgule, mais pour donner un ordre d'idée. Mais oui, oui, comme tu le dis, donc là, vraiment, la stratégie là-dessus, c'est vraiment la vente à la découpe, hein, clairement, avec cette pré-commercialisation. Donc là, on est en phase de compromis. Cette pré-commercialisation, on ne l'a pas évoqué, c'est une notion importante. Mais, Ouais. ou en tout cas pour ce flip-là, l'idée initiale, c'est vraiment de créer de la valeur, donc de découper, mais de créer de la valeur dans les appartements pour revendre clé en main et donc valoriser le bien. Mais on s'interdit pas, grâce à cette clause, on s'interdit pas de pré-commercialiser les lots en l'état et même le lot, ce plateau de 140 mètres carrés en brut aussi. Et en fonction de cette pré-commercialisation, les travaux seront faits sur les lots restants pendant la période de promesse d'achat. C'est exactement ça. Et puis pour la structuration, je peux en parler un petit peu. Oui, 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 bien sûr. Ce qui intéresse d'un point de vue technique les investisseurs, exactement. La structuration financière, en tout cas du projet, qui se veut finalement assez simple. Donc, on a choisi de créer une opération sécurisée, donc avec l'agrément AMF, hein, c'est l'autorité des marchés financiers. Et donc on a pour ça sélectionné la plateforme EquiSafe. Donc EquiSafe, c'est une plateforme très sérieuse et qui ont une bonne réputation, avec qui Green Bull travaille, pour ceux qui connaissent Green Bull, hein. Et donc c'est EquiSafe qui va pouvoir conserver les fonds des investisseurs
et reverser à la revente le montant plus les intérêts. Donc tout, c'est eux qui structurent tout, donc forcément ça a un coût pour nous, mais au moins c'est carré. Et sachant que les obligataires, donc ça on va le stipuler dans le contrat, mais les obligataires seront prioritaires sur les actionnaire. C'est-à-dire que dans le contrat, sera stipulé qu'à chaque vente, les investisseurs seront remboursés avant nous, les Et, actionnaires. ouais, et l'avantage de ne pas avoir la banque également dans le process qui imposerait une hypothèque. Exactement. Voilà, donc on a choisi cette plateforme pour que l'opération se déroule vite et bien et proprement. Yes, en termes de chiffres, si tu peux passer vite fait sur le projet, de toute manière, je mettrai la présentation, parce qu'on a forcément un petit deck de présentation complet. On a même fait une petite vidéo qui présente l'ensemble un petit peu de la nature du projet, parce que celles et ceux qui nous écoutent peut-être en voiture ou sur leur petit jogging en ce moment pourront revenir. Je mettrai tout le deck de présentation forcément donc dans le lien de cette émission, accompagné avec ta roadmap sur la division immobilière. Mais si tu peux détailler un petit peu les chiffres, Sylvain. Oui, pour les chiffres, alors je les reprends, je les ai pas en tête. Ah oui, pour les chiffres, donc c'est un projet global à 375 000 euros. Donc le prix d'achat est de 217 000 euros. On va partir du principe qu'on revend clé en main, qu'on va faire des travaux donc dans les 4 appartements. Donc il y a 6 225 euros de frais de notaire. Donc c'est des frais de mutation réduits, comme j'évoquais tout à l'heure. Il y aura 126 000 euros de travaux et de création de copropriété, de coûts de géomètre. On prévoit toujours un imprévu. Donc là on a prévu 10%. Ce qui fait un total de 12 600 euros environ. Et puis ensuite, il y a les frais de structuration, comme je disais, d'EquiSafe, les frais juridiques, qui s'élèvent à environ 10 000 euros, plus les assurances à 1 800 euros. Donc voilà, ça fait un projet total à 375 000 euros. On a prévu de revendre pour un flip réaliste à 485 000 euros. Donc en gros, faire 110 000 euros de marge. Donc ce qui fait une marge nette d'environ 30% pour un flip, on va dire, conservateur. Et on est environ sur du 40% pour le flip réaliste, donc 40% de marge nette. Donc si on part du flip conservateur, pardon, ça fait une marge en termes de prix de 110 000 euros. Ouais, parce que ce que tu expliques là, on s'est basé sur deux scénarios, forcément, donc vraiment un scénario ultra conservateur et après un scénario un peu plus réaliste, ce qu'on a appelé flip parfait. Mais in fine, voilà, l'objectif c'est de tendre vers ça, mais encore une fois, tout sera détaillé dans ce deck de présentation. Donc là, sur ce flip-ci, donc l'objectif c'est une marge entre 30 et 40%, marge nette, avec l'avantage d'une durée, en tout cas, qui peut aller très très vite. C'est ça le gros avantage de ce flip-là. Exactement, on a une durée cible entre 6 et 12 mois. Donc c'est quand même une opération qui se veut assez rapide. Donc environ un an pour une opération d'achat-revente. C'est la moyenne en général. Le ticket minimum est de 5 000 euros. Et comme on vous le disait tout à l'heure, avec une rémunération de 13%. On aurait pu faire des tickets minimum un peu moins élevés, mais bon, c'est vrai que bon, il faut quand même qu'il y ait une récompense conséquente. Donc on a estimé que 5 000 euros, c'était pas non plus une somme astronomique, c'était quand même accessible pour le commun des mortels, et, euh, et ça commençait à proposer du bon rendement avec cette somme-là. Ouais, exactement, ouais, super. Bah écoute, merci pour toutes ces infos détaillées, Sylvain. Et c'est vrai qu'en fonction, à l'heure où on enregistre cet épisode, il sera publié assez rapidement, mais l'ouverture officielle de la collecte, vraiment tout de suite maintenant, n'est pas encore débutée, mais ça va vraiment ouvrir dans ces prochains jours. Et donc, comme tu le disais, avec ce montant levé jusqu'à 250 000 euros, c'est vrai que ça va aller vite et la collecte, d'un point de vue légal, va être ouverte sur une plage pendant 2 mois. Mais dans les faits, c'est sûr que le financement sera atteint bien avant. Donc, celles et ceux qui sont intéressés, en tout cas, je vous invite réellement à prendre connaissance du deck de présentation pour découvrir vraiment cette opération dans les grandes lignes, même si on en a évoqué pas mal. J'en profite parce que en communiquant un petit peu là sur les réseaux, etc., il y a déjà quelques questions qui sont revenues là-dessus. Euh, la première, c'est est-ce que le bon flip est amené à proposer de nouvelles opérations comme ça et dans quel délai? Eh ben, on espère, on espère pouvoir enchaîner effectivement si on trouve une bonne communauté d'investisseurs qui veulent continuer à nous suivre.
Non, mais même au-delà de ça, effectivement, le bon flip n'a pas pour vocation de faire une seule opération. Donc l'idée, ça va être d'en faire d'autres. Et si ça intéresse du monde, on proposera effectivement à chaque flip cette stratégie qui est de partager, comme on disait, voilà, de vous apprendre à mener une opération de marchand de biens. Et puis en plus, bah voilà, si on peut partager les bénéfices et que tout le monde est content, c'est vraiment ça le but. Et ouais, super. Donc on est déjà en quête. Enfin, moi, je suis toujours à la recherche d'investissements et d'opérations de marchand de biens, donc il y en aura d'autres, c'est évident. Exactement, exactement. Et puis avec, voilà, avec ton réseau et puis ce qu'on peut être amené à nous proposer d'une façon générale. Après, bah, c'est sûr qu'on peut pas être partout. Des fois, ça nous fait même mal au cœur parce qu'on sait que c'est une belle opportunité, mais on est obligé de la laisser passer. Puis ça va profiter à d'autres, mais c'est le jeu. Par rapport à cette question, oui, c'est sûr qu'on sera amené à proposer d'autres opérations. Maintenant, quand, dans quel délai? Est-ce que ça sera dans 2 mois, 3 mois, 6 mois? Ça, on peut pas le dire. Donc voilà pour ça. Pareil, j'ai reçu des questions. Est-ce qu'il est possible d'investir en société? Oui, ça sera possible grâce à, justement cette plateforme EquiSafe, hein, par laquelle on passe pour émettre les obligations. Bien sûr, tout est possible et en personne physique et en société. Le niveau de l'imposition sur les gains, c'est pareil, c'est une question récurrente, mais euh, pour les particuliers, c'est classique, hein, c'est la flat tax, même si dans certains cas particuliers, on peut avoir le barème d'impôt classique, mais voilà, et après, ben, ceux qui investissent via les sociétés, ben, ça sera l'impôt sur les sociétés. Mais dans tous les cas, on est disponible, que ce soit encore une fois sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par mail, etc., pour répondre à toutes les questions particulières, et puis en fonction, pareil, à l'heure où vous écoutez cette émission, il y aura une petite session FAQ pour vraiment rentrer dans le détail pour voilà, les derniers investisseurs qui se posent les dernières petites questions avant de nous accompagner également sur cette aventure. Je voulais juste ajouter un petit truc pour que les gens comprennent bien, c'est que donc on a parlé d'un projet global à 375 000 euros, mais on lève uniquement 250 000 euros. C'est évidemment parce que nous aussi on s'investit et on s'engage à fond dans le projet, que ce soit, Oui, bien sûr, oui, c'est vrai qu'on que ce soit du temps et oui, on aurait financièrement. pu Voilà. commencer par là, qu'on est nous-mêmes, bien sûr, investis sur ce projet parce que voilà, c'est un projet intéressant et que on est directement lié à ça. Ouais, merci de la précision, Sylvain, c'est important. Euh, T'as évoqué, j'en profite tant que je t'ai sous la main pour le plaisir de nos auditeurs, et après je te poserai mes questions habituelles de fin d'émission, mais tu as évoqué la clause de pré-commercialisation, notamment sur l'activité de marchand de biens. Il y a pareil peut-être une petite attention à porter sur les différentes clauses qu'on peut intégrer lors des promesses, les compromis ou les promesses de vente lors de l'acquisition. Est-ce que tu peux faire un petit focus sur allez, deux, trois petites clauses, deux, trois petites choses qui vont peut-être différer un petit peu du simple achat résidence principale ou locatif? Et oui, les clauses, c'est vrai que c'est important. Souvent, on négocie avec le vendeur l'aspect financier, mais on oublie un petit peu de négocier toutes ces clauses qu'on va pouvoir mettre dans le compromis. Donc tu l'as dit, il y a déjà la clause de pré-commercialisation, hein, qui est très importante en tant que marchand de biens. Donc cette clause, c'est-à-dire que ça va nous autoriser à pouvoir faire visiter le bien et éventuellement faire signer une promesse de vente si on a quelqu'un d'intéressé avant même d'être nous-mêmes propriétaires. Donc c'est très important. Et dans cette clause de pré-commercialisation, on va pouvoir mettre aussi une clause d'accès au bien, c'est-à-dire pouvoir récupérer les clés, pouvoir faire visiter, que ce soit par des artisans ou des futurs acquéreurs, faire visiter le bien alors qu'on n'est pas encore propriétaire. Donc ça, effectivement, c'est des clauses très importantes. Yes. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme clause? Il y a aussi la clause du financement, évidemment. Donc, en tant que professionnel, on peut exiger qu'un seul refus bancaire, plutôt que de devoir justifier deux refus bancaires comme dans une vente traditionnelle. En tant que marchand, on peut demander de n'apporter qu'un refus bancaire pour sortir de la vente. L'absence de séquestre aussi, c'est à négocier. Le séquestre, c'est le dépôt de garantie. En général, il est demandé 10%, 10% de la valeur totale de la vente. Nous, on essaye de le négocier, d'en mettre le moins possible, voire pas du tout si c'est possible, parce que notre trésorerie elle est mieux sur notre compte que séquestrée sur le compte du notaire, hein, tout simplement. On peut rajouter quoi comme clause? On peut aussi rajouter l'absence de défaut structurel. Comme ça nous laisse le temps de venir avec des professionnels, regarder s'il n'y a pas des problèmes de structure du bâtiment, ou la dépollution des sols.
pour du terrain, voilà, ce genre Mhm. de clause qu'on met pas forcément en tant que particulier. Super intéressant. Et je pense aussi comme ça me vient l'acceptation soit de demande préalable ou de permis d'autorisation de permis de construire. Oui, voilà, bah ça c'est des clauses classiques quand on achète, mais effectivement, l'obtention des déclarations de travaux, la clause de substitution, et après, bon, bah, on peut rajouter des clauses selon le projet, hein, chaque projet est différent, mais. Ouais, ouais, bien sûr, mais ça fait un beau tour d'horizon en tout cas. Ouais, merci, merci du partage. Et c'est vrai qu'on y voit d'une part le bénéfice en gain de temps. Je pense la clause de précommercialisation, c'est sûr que si on signe un compromis de vente pendant notre phase d'acquisition, ben, potentiellement on gagne 3 mois, quoi. C'est pas rien. Oui. L'accès, c'est super important, etc. Donc, pareil pour les clauses d'acceptation, demande préalable, indépendamment de l'acceptation qui remettrait en cause oui ou non le projet, c'est aussi pour dire d'avoir un délai supplémentaire. Des fois, on va être un petit peu court, ou alors le vendeur va exiger un financement, une option de financement. Euh, dans les cas les plus courts, je crois que le délai légal le plus court, c'est 45 jours. Mais s'il nous tient par rapport à ça, à la limite, pas de problème, c'est de la négociation, très bien pour le financement, mais à la limite, je te mets une clause d'autorisation, de DP, etc., qui là, pour le coup, va porter sur des délais beaucoup plus longs, et ce qui nous laisse le temps de nous retourner. Et donc, pour tous ces aspects, ouais, c'est intéressant. Merci du partage, Sylvain. On a fait un beau tour d'horizon, en tout cas, sur l'activité de marchand de biens, ses particularités, avec énormément de tips et de valeurs. Merci pour ça. De toute manière, c'était certain avec toi. Je voulais savoir, je vais te poser mes deux petites questions habituelles de fin d'émission. D'une part, est-ce que tu as des ressources d'une façon générale à conseiller, à recommander pour celles et ceux qui ont écouté cet épisode et qui veulent en savoir plus? Est-ce que toi, il y a des ressources que tu pourrais conseiller? Alors sur le marchand de biens ou alors de manière générale sur l'immobilier. Ouais, ce que tu veux. Ok, moi perso, je lis beaucoup de livres et j'écoute beaucoup de podcasts. C'est vraiment comme ça que j'apprends dès que j'ai un petit moment de libre, que ce soit en faisant du sport ou en faisant des trajets, j'écoute des podcasts. Donc voilà, la bonne fortune, hein, écoutez la bonne fortune. C'est un très bon podcast avec plein de valeurs. Mais voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour les créateurs de contenu d'avoir des abonnés et d'être bien référencés. Donc allez mettre un like à Ismaël avec la bonne fortune. C'est sympa. En ressources, en livres, tu aurais des choses à recommander? En ressources en livre, il y en a un qui me vient là, il y a même deux que j'aime beaucoup. C'est plus sur du développement personnel que sur de l'immobilier. Bah, alors je vais en donner trois. Alors pour le développement personnel, il y a La magie de voir grand de Ouais, David Schwartz qui m'a vraiment botté les fesses, qui m'a mis un bon coup de pied et que j'ai adoré, j'adore. qui ouvre vraiment une perspective vraiment large et qui est très motivant. Il y a aussi le livre de Darren Hardy. Alors rappelle-moi le nom, tu dois le connaître, c'est Le fait cumuler, c'est L'effet ça? cumulé, Coupon Effect, exactement, ouais. De Darren Hardy, ce sont Ouais. vraiment deux livres coup de cœur que je partage également, de ouf, ouais, ouais. Ah bah voilà, super. On a les mêmes références. Donc voilà, et puis sinon, bah, pour la partie marchand de biens, il y a le livre de Vendeur de vérité, Salva Martin. C'est le guide du marchand de biens, je crois que je l'ai là, je vais le trouver. Ouais, il est là, mais il est un peu inaccessible. Il est en route. Mais c'est ça, c'est le guide du marchand de biens de Salva Martin. Il a une chaîne YouTube Vendeur de vérité et son livre est vraiment incroyable. Il donne tous les détails, il est simple, efficace pour débuter, c'est vraiment la base. Il faut commencer par acheter ce livre et bien le potasser. Voilà pour les ressources. Yes, super. Et à savoir, c'est vrai que j'aurais pu, je sais pas si je l'ai dit, mais tu es déjà passé sur l'émission au début La Bonne Fortune, où j'organisais, je sais plus si c'est 2021 ou 2022, une mini-série sur justement le parcours d'investisseur, etc. Et tu étais venu avec ta compagne Vanessa pour partager Oui. ton parcours d'investisseur qui a énormément évolué depuis, et c'est canon, mais je vais te reposer quand même la même question. As-tu un mantra, une philosophie de vie qui t'accompagne et que tu souhaiterais partager ou que tu aimes partager autour de toi? Je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, ce sera peut-être le même. Non, moi j'aime bien, alors c'est un mantra que tout le monde connaît, c'est de Mandela, c'est dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il est très connu, mais au-delà de ça, ce qui résonne en moi en ce moment là, c'est que bah, j'aime bien ce mantra car je suis toujours dans la quête d'apprendre en permanence. Et quand on se fixe pas pour objectif uniquement l'aspect financier ou je ne sais quoi, mais plutôt comme objectif l'envie d'apprendre, je trouve que la perspective est différente. On se met moins la pression. Voilà, faire les choses dans le but d'apprendre plutôt que de courir après les dollars.
Et puis si ça foire, et ben tant pis, au moins on aura appris et on réussira la prochaine fois en commettant pas 2 fois les mêmes erreurs. Et puis en général, quand on n'a plus cette pression du chiffre, les choses vont dans le bon sens. Donc voilà pour ce Eh petit ben, mantra. super inspirant. Merci Sylvain. Du coup, c'est qu'on peut te retrouver donc principalement LinkedIn pour tous ceux qui souhaitent poursuivre cette discussion passionnante. Oui, voilà, j'essaie de partager du contenu sur le marchand, sur la division immobilière quotidiennement et c'est là qu'on peut me retrouver pour échanger. Et si vous avez des questions, au contraire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde et j'adore parler de ce sujet, donc c'est avec grand plaisir. Eh bien au top, en tout cas le message est passé. Merci beaucoup Sylvain. Et puis je vous invite toutes et toutes à aller le suivre. Et pour celles et ceux qui souhaitent encore une fois rejoindre sur le projet Le Bon Flip avec cette opération, ce flip qui s'annonce imminent, je vous invite à venir découvrir. Voilà, je remettrai encore une fois tout dans les notes de l'épisode et avec ta roadmap aussi intéressante Sylvain. Mille merci pour ton temps, pour ce partage, pour Merci à toi. tous les tips que tu as donnés. Je pense qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont réécouter cet épisode une fois, deux fois, trois fois, tellement que tu as donné d'informations croustillantes. Et donc, ça fait J'espère. vraiment plaisir. C'était vraiment un très très bon moment passé ensemble, Sylvain. Merci à toi, merci à tout le monde. Allez, ciao, ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.